de fête, jour de bonheur pour les populations de la 3e région. Le président de la République est dans la région de Sikasso. À Bougouni, il a inauguré le centre de production électrique doté de 2 nouveaux groupes électrogènes de 300 MW et à Koumantou, une aire de repos de détente pour les usagers de la route. Cybersécurité, cybercriminalité, un colloque national initié par le ministère de l'économie numérique, de l'information et de la communication sensibilise sur la mise en place de dispositifs de lutte contre la cybercriminalité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bamako est sous la pluie depuis 16h cet après-midi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le président de la République est arrivé ce matin à Bougouni, première étape d'un périple en 3e région. Dans la capitale du Bani Monontier, Ibrahim Boubacar Keïta a inauguré l'extension du centre de production électrique, désormais doté de 2 groupes électrogènes de près de 300 MW. Un investissement de plus d'1,2 milliard de nos francs. Jetons un éclairage sur un pan important des raisons du déplacement présidentiel en 3e région. Envoyés spéciaux à Sikasso, Sori Ibrahima Keïta, Ibrahim Traoré, Abdul Salam Bambara et Brahima Koulibaly. Le cortège présidentiel a mis 1 heure exactement pour rallier Bamako et Bougouni ce 20 août. 160 km environ. Un timing qui en dit long du rythme cadencé de ce périple dont l'agenda se définit au fil des étapes. Et c'est Ibeka lui-même qui dévoile les raisons de la mission présidentielle dont on sait qu'elles seront à géométrie variable. À Bougouni, c'est l'électricité qui fait bouger. La lumière y était, certes, mais insuffisamment. Cette fois, elle éclairera à souhait. À la centrale électrique de Bougouni, il est 10 heures. Ibeka actionne un bouton et booste la puissance. 3 MW de plus pour plus d'1,210 milliard de francs CFA. On dit Fiat Lux. Que la lumière soit. Je crois que c'est notre ambition que le Mali soit dans la lumière. Qu'il n'ait aucune région de notre pays, aucune cité importante ou de moins d'importance, aucun village qui soit encore dans l'obscurité au XXIe siècle. C'est par étapes, tout doucement, mais de manière sûre. Et je suis très ravi d'avoir lancé aujourd'hui les 2 nouvelles machines qui vont mettre Bougouni à l'abri des délestages dont on sait combien ils sont désagréables, surtout en période de forte canicule. Dans l'enceinte de DDBSA trônent 2 groupes électrogènes flambant neufs de 1,4 MW chacun. Financement CEDEAO et DBSA. Délai d'exécution de la réalisation 8 mois. Un investissement important pour la centrale thermique dont les nouvelles turbines tournent désormais au diesel pour améliorer la qualité et assurer la continuité du service de l'électricité à Bougouni. Vous savez, Bougouni, c'est l'un des centres qui a connu beaucoup de désagréments en matière de continuité de services d'électricité. Donc ce n'est qu'en 2014 que Bougouni a commencé vraiment à avoir moins de coupures à cause du fait qu'on a pu équiper la centrale d'un nouveau groupe. Mais cela ne suffisait pas toujours. Donc il y avait ce projet qui était là, le projet Mitsubishi, et qui est aujourd'hui réalisé, et on a tenu quand même à ce que ce projet voit le jour le plus tôt possible pour sortir définitivement Bougouni de cette situation de coupure intempestive, pour que la population puisse revenir dans de bonnes prédispositions de bien-être et surtout les activités commerciales et informelles. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons pu installer 2 nouveaux groupes à Bougouni qui vont permettre de garantir la continuité de service les 3 ou 4 prochaines années avant le recordement de la ville de Bougouni sur le réseau interconnecté. Et ce projet, il est très important parce qu'il fait partie d'un ensemble de projets qui ont été financés dans le cadre d'un programme d'urgence et qui concernent les villes de Nioro du Sahel, les villes de San, les villes de Djema et beaucoup d'autres localités du Mali.
pour que toutes ces populations puissent avoir accès à une meilleure qualité de vie et que le développement socio-économique dans ces localités puisse être en tout cas renforcé. On le sait, Bougouni avait son électricité depuis 1951, mais depuis 64 ans, la capitale de Bani Monochi n'a jamais été suffisamment fournie en électricité. Désormais, c'est chose faite, et d'où la joie des populations via le maire Elhadji Yaya Togola. Aujourd'hui, c'est jour de fête, c'est jour agréable, c'est jour de bonheur pour nous, parce que voir ce facteur-là réhabilité et rehaussé, cela me fait vraiment chaud au cœur. Le bénéfice qu'apporte l'électricité, le président Feu Houphouët-Boigny l'a dit depuis un certain temps, que sans électricité, le développement n'était pas possible. Très symbolique, le confort, la lumière, et c'est également la sécurité, la lumière. Donc en le temps que nous pourrons, je vois que ce n'est pas indifférent. Voilà donc, je souhaite que les personnels de l'EDM, tous ceux qui sont en charge de l'entretien de cette centrale, donnent tout leur cœur pour qu'elle demeure objet de fierté et corresponde à l'ambition qui a été à l'origine de sa mise en œuvre. Voilà le souhait que je formule, que dorénavant, Bougouni soit définitivement à l'abri des délestages et autres nuisances qui inconfortent sérieusement les populations. Convaincu qu'il n'y a pas de développement sans lumière, Ibeka et ses hôtes sont désormais apaisés. La jeunesse de la localité pourra mener ses activités lucratives sans entrave et sans complexe. Autre activité présidentielle dans la région, Ibrahim Boubacar Keïta a ouvert une aire de repos à Koumantou sur l'axe Bamako-Bougouni-Sikasso. L'infrastructure a coûté près de 730 millions de francs CFA. L'espace permettra aux chauffeurs et autres usagers de la route de faire une pause pour éviter les accidents. C'est aussi un lieu de restauration pour les passagers. Le point avec cette fois-ci Ibrahima Traoré et Ibrahima Koulibaly. Grande joie des populations de Koumantou sur l'axe Bougouni-Sikasso à l'ouverture par le président de la République de l'aire de repos de la localité. Une première au Mali. L'infrastructure permettra désormais aux conducteurs et autres usagers de la route de rompre avec la fatigue et surtout de se restaurer sur place. Le but est d'agir sur le taux d'accident de circulation dû très souvent à la fatigue des transporteurs. L'infrastructure c'est d'abord bâti sur une superficie de 5 hectares. Ça a une capacité de parking de 60 remorques et autant de véhicules légers et une trentaine de cars qui peuvent stationner là-bas. Donc il y a les parkings, il y a les voies de circulation, il y a 2 guérites à l'entrée que vous avez pour le contrôle à l'entrée et à la sortie. Et il y a un bâtiment central qui va servir aussi bien de lieu de restauration, de cafétéria, de magasin de vente, c'est genre alimentation. Il y a derrière un espace aussi dédié à ceux qui veulent se reposer. Et tous les systèmes, on l'a alimenté en énergie solaire. C'est pour diminuer les coûts d'exploitation. Cette aire de repos a coûté près de 730 millions de francs CFA. Sa réalisation se situe dans le cadre du projet régional de facilitation de transport et de transit en Afrique de l'Ouest. Au terme de sa visite sur les lieux, le chef de l'État ne cache pas sa satisfaction. C'est une grande surprise qu'il n'y en ait pas beaucoup plus, que ce soit une première au Mali. C'est pas normal. Vous savez, je crois que les règles de la circulation routière sont connues maintenant. Dans les pays dont nous prenons souvent modèle, il y a fort longtemps que ces aires de repos existent. Il est évident que quand vous conduisez pendant des heures et des heures, le corps se fatigue, l'esprit s'assoupit. Et c'est là qu'on dort et que les accidents surviennent. Donc si l'on veut sauvegarder la vie de ceux qui empruntent la route, il faut faire une aire comme celle-là. Et nous verrons désormais à ce que ce soit la règle au Mali, la règle du Mali.
et que les temps de route soient également comptés. Il n'est pas normal qu'un chauffeur fasse 8 heures d'affilée et s'en vante. Ce n'est pas un robot, ce n'est pas un sérum. Il met la vie des gens en danger. Et il ne contrôle pas son organisme. Et il peut y avoir une défaillance. Et elle peut être fatale non seulement à lui-même, mais à beaucoup d'autres personnes. Et ça, c'est pas normal. On n'a pas le droit de mettre la vie d'autrui en danger, y compris la sienne aussi d'ailleurs. Sinon, on souhaite la vie. Et nous sommes donc vraiment très contents de voir une telle ère aux normes modernes et que cela soit dorénavant, je l'ai dit, la règle sur tous les trajets moyens et longs. Après Koumantou, le président de la République et sa forte délégation se dirigent vers Sikasso. Ibeka salue le long du trajet ses compatriotes avant d'être accueilli à l'entrée de la ville par des honneurs militaires. Ibrahim Boubacar Keïta entame ainsi une nouvelle étape de son quinquennat par cette première visite en 3e région, une nouvelle phase placée sous le signe du développement à la base. Il fallait plutôt lire Modibo Keïta. Modibo Keïta est le directeur de l'AGEROUTE et non de l'AGETIC. Toutes nos excuses donc. Et juste avant l'ouverture de l'ère de repos de Koumantou, le président de la République a rencontré les notabilités de Bougouni. Les échanges ont essentiellement porté sur l'évolution de la situation sécuritaire du pays et le développement du cercle de Bougouni. Ibrahim Boubacar Keïta est au micro de nos envoyés spéciaux. Je crois que c'est notre sortie dans la région de Sikasso. Il était bon que nous revenions sur certains fondamentaux. D'abord, notre mission, comme nous l'envisageons, du premier jour à aujourd'hui, nous n'avons eu qu'une seule ambition. Faire que le Mali revienne au Mali, à lui-même. Quand sont dedans, les fils et les filles du Mali se redonnent la main pour le meilleur et pas pour le pire. Je pense que de ce point de vue, beaucoup a été fait. Si nous avons mis du temps à commencer à tourner au niveau du pays, il fallait avoir conforté les positions du pays par rapport à ce premier conflit du Nord. On a dit beaucoup de choses, j'en ai cure. Je sais ma mission, je sais pourquoi les Maliens ont mis confiance en moi. Et cela exigeait de moi que je parcours le monde, que j'aille dire ici et là la réalité malienne, pour que je puisse drainer autour du Mali la solidarité internationale hautement souhaitable. Et cela, vous l'avez vu, constatez vous-même, a été fait de manière assez heureuse, qui nous a conduit au 15 mai, du 15 mai au 20 juin. Et aujourd'hui, il y a quelques soubresauts, mais qui ne sont pas pour inquiéter. Dans tout processus de ce genre-là, il y a ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas. Singulièrement, les ennemis de la paix, ils sont à l'œuvre, mais ils ne réussiront pas. Cela est clair. Et je crois que vous avez senti le clin d'œil également aux forces armées de défense que je ferai partout. Car ce sont là des hommes et des femmes dédiés à la sauvegarde du Mali, au repos des Maliens, à la quiétude des Maliens, nuit et jour. C'est une mission qui est souvent méconnue, qui est souvent faite de manière ingrate. Et il est bon que le premier chef de la République, le chef suprême des forces armées, le rappelle à chaque instant que de besoin. Et je pense également, vous l'avez vu au cours de l'échange avec nos doyens, les soucis de liaison, notamment la question des infrastructures routières et d'enjambement, les ponts. Tout cela, je pense, est assez commun. Pour ce qui concerne la zone de Bougouni, le pont de Manankoro, la route de Manankoro, c'est une vieille affaire. Mais Inch'Allah, je l'ai promis, j'espère qu'Allah me permettra de revenir sur l'inauguration de ce pont-là, dans les meilleurs délais. Le président de la République depuis ce matin dans la région de Sikasso. D'autres échos de cette visite présidentielle dans nos éditions de demain.
Réunion de synthèse du recueil 2015 des problèmes, besoins et attentes du district de Bamako. La rencontre a eu lieu ce matin au gouvernorat et c'était sous la présidence du président du Conseil économique, social et culturel, Dr Boulkassoum Haïdara. Les services techniques de l'État, les organisations de la société civile présents à la rencontre sont chargés d'ajuster le recueil qui sera ensuite remis aux autorités avec des propositions et recommandations. On fait le point avec Salima Tandao. Recenser les problèmes et les besoins des populations maliennes, les analyser et les soumettre aux décideurs, c'est l'une des missions du Conseil économique, social et culturel. La réunion de synthèse qui se tient au gouvernorat de Bamako concerne les 6 communes de la capitale. Elle constitue la dernière étape pour l'élaboration du recueil 2015. Levier de légitimation et d'amélioration de nos gouvernances. Le Conseil économique, social et culturel est le meilleur transmetteur des besoins courants et des aspirations à l'épanouissement des larges couches de nos populations. L'exercice qui est annuel prend en compte tous les domaines. La synthèse du recueil est faite par les services techniques de l'État et les organisations de la société civile. L'enquête que nous menons est d'une importance capitale. Il s'agit d'aller recueillir les besoins, les problèmes et les attentes des populations, des localités que nous visitons. Et c'est très important. Ces informations touchent tous les secteurs de développement de notre pays. Le secteur, comme je viens de dire, primaire, secondaire, tertiaire, les problèmes d'infrastructure, les problèmes de sport, etc., etc. Les populations des régions de Kaye, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti ont déjà fait part de leurs attentes au président de la 8e institution. On m'a édifié sur la nécessité de prendre contact souvent avec ces organisations socio-professionnelles, ces structures fêtières, pour voir les problèmes qui se posent à eux. L'innovation que nous souhaiterons apporter à la distribution de ce recueil, c'est de faire un extrait des grands problèmes qui se posent au département ministériel et de soumettre à ces chefs de département pour qu'ensemble nous puissions suivre les préoccupations de nos populations. Le recueil ainsi issu de ces différentes synthèses sera remis au président de la République, au Premier ministre et au président de l'Assemblée nationale avec des propositions et recommandations. Suite de l'incident gravissime entre un policier et un chauffeur de Sotrama sur la route de Garantigui-Bougou, le syndicat national des conducteurs routiers du Mali a ordonné un arrêt de travail. C'était ce matin entre 6h du matin et 20h. Objectif, c'était de manifester leur colère face à la situation. Un arrêt qui a concerné seulement la ville de Bamako. Beidi Kone a fait un tour. Circulation fluide ce jeudi 20 août 2015 à Bamako. Cela s'explique par cet arrêt de travail de 15 heures de temps, 6h-20h. Un arrêt ordonné par la Fédération nationale des syndicats des conducteurs routiers du Mali. Pour certains usagers des Sotrama de la capitale, il faut nécessairement l'implication de tous pour une entente mutuelle entre policiers et chauffeurs en circulation. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes fatigués. Soit on marche, soit on prend un taxi. Il faut que les autorités interviennent pour que le problème entre policiers et chauffeurs de Sotrama finisse à jamais. La Fédération nationale des syndicats des conducteurs routiers du Mali, elle, invite les autorités à s'impliquer davantage pour une meilleure gestion de la circulation routière. Ce n'est pas les conducteurs de Sotrama seulement, c'est tous les conducteurs qui sont victimes de ces tracasseries. Moi, je pense qu'on va faire une large information autour de tout un chacun pour que nos membres, non seulement ils vont respecter la loi. C'est donc un problème récurrent auquel les autorités doivent faire face le plus rapidement possible. Arrêt de travail donc du syndicat des conducteurs routiers. L'arrêt de travail a donc pris fin ce soir à 20h avec ce mot de levée de grève des transporteurs. La Fédération nationale des syndicats des conducteurs routiers du Mali et l'Union nationale des syndicats des conducteurs routiers du Mali invitent tous les transporteurs à reprendre le travail. Écoutons le secrétaire général de la Fédération nationale des syndicats des conducteurs routiers du Mali, Marafa Touré. Il est au micro de Alduma Tina. La Fédération nationale des syndicats des conducteurs routiers du Mali, Union nationale des syndicats des conducteurs routiers du Mali
et toutes les associations des conducteurs routiers du Mali demandent à tous les membres et tous les conducteurs et chauffeurs routiers du Mali que le mot d'ordre de l'arrêt de travail pour le 20 août 2015 est levé. On est en négociation avec les autorités. À partir de ce soir, à partir de 20h, tous les conducteurs routiers du Mali doivent commencer leurs activités. Je vous remercie. Voilà la version Bamana donc du mot de levée de grève des transporteurs routiers du Mali après ce journal. L'axe Bamako-Buenos-Aires se renforce. Une délégation argentine conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères est à Bamako. La délégation a eu cet après-midi une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. La délégation n'est pas venue les mains vides, elle remettra demain des médicaments aux autorités. Le point avec Boubacar Sissoko. C'est sous une pluie battante que la délégation argentine est arrivée au ministère des Affaires étrangères. Maliens et Argentins ont donc échangé sur les axes de la coopération bilatérale. Nos hôtes sont venus apporter la solidarité du peuple argentin à celui du Mali. La solidarité de l'Argentine est très concrète et c'est pour cela que dès demain, nous allons annoncer une aide humanitaire de l'Argentine pour réduire les souffrances du peuple malien qui souffre du terrorisme dans les régions du Nord. Cette coopération sud-sud est appréciée par les autorités qui entendent la dynamiser. C'est une visite que nous apprécions parce que géographiquement, nos pays peuvent paraître très éloignés, mais nous savons que l'Argentine est un pays ami, un pays frère. Je crois que c'est le sens que le ministre lui-même donne à sa visite ici. Et vous savez que le Mali et l'Argentine appartiennent tous à un certain nombre d'organisations, les non-alignés et le mouvement des Nations Unies, qui sont des cadres dans lesquels nous échangeons pour rapprocher nos points de vue, mais partager aussi notre vision et notre appréciation des questions mondiales et voir comment travailler ensemble. L'agenda du séjour de la délégation ministérielle argentine est bien chargé, notamment ce vendredi. Elle fera un don de médicaments aux autorités au bénéfice des populations. La communauté d'apprentissage ou la formation des maîtres par leurs collègues. Les journées nationales de relance de la méthode ont été ouvertes ce matin par le ministre de l'Éducation nationale et plus de 300 directeurs d'académies, d'instituts de formation, des maîtres et de conseillers pédagogiques de l'ensemble de nos régions prennent part aux travaux. Travaux suivis par Moïse Traoré. Le maître expérimenté peut partager ses connaissances avec ses collègues. La méthode dénommée communauté d'apprentissage, CA, est de nature à induire une meilleure préparation des devoirs et à baisser les taux de redoublement des apprenants. Il faut également noter la faiblesse de suivi et d'encadrement pédagogique des maîtres, une formation initiale inadaptée aux innovations pédagogiques en cours dans les écoles et un déficit de formation continue pour plus de la moitié des enseignants en activité, pour ne citer que ces cas. La CA des maîtres est un outil original et stratégique qui fait de l'école un véritable foyer de formation continue. Elle permet de privilégier l'école comme lieu de la formation continue des enseignants. C'est là une preuve de la volonté du gouvernement du Mali à améliorer la qualité des enseignants et des apprentissages. Les journées consacrées à la relance de la CA regroupent plus de 300 enseignants, chefs d'établissement et membres de l'administration scolaire. Le gouvernement canadien a accordé un appui financier à hauteur de 18,5 millions de dollars pour 6 ans dans le cadre d'un nouveau programme de formation continue des enseignantes et des enseignants du fondamental dénommé Former. Ce projet a démarré en septembre 2014. Ainsi, le Canada confirme sa volonté de contribuer à la mise en œuvre de la politique du gouvernement du Mali en matière d'éducation, en privilégiant sa stratégie d'accompagnement.
Les 2 journées sont marquées par des témoignages de bonnes pratiques et la présentation du guide pratique de la communauté d'apprentissage des maîtres. La cybersécurité est au centre d'un colloque national ouvert ce matin au Centre international des conférences de Bamako. L'objectif de la rencontre est d'informer et de sensibiliser les décideurs sur la mise en place des dispositifs en matière de lutte contre la cybercriminalité. Les échanges ont porté entre autres sur l'espionnage industriel et le cyberterrorisme. Moussa Fane, compte rendu. Des nouvelles pratiques destructrices se développent dans les cyberespaces. Cybercriminalité, espionnage à visée politique ou économique, attaque contre les infrastructures à des fins de sabotage. La cybersécurité recouvre l'ensemble des mesures susceptibles d'être prises pour se défendre contre ces attaques. Les orientations stratégiques prises ces dernières années par l'État ont consacré la cybersécurité comme l'une des priorités de l'action gouvernementale. Ce colloque s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme du ministère chargé des télécommunications et des nouvelles technologies qui consiste à donner à notre État les moyens d'assurer sa sécurité informatique, les moyens d'assurer la sécurité des personnes et des biens, les moyens d'assurer la sécurité de l'État, les moyens de lutter contre le terrorisme, les moyens de lutter contre toutes les formes de criminalité qui utilisent les nouveaux moyens de technologie de l'information et de la communication. Nous allons présenter, c'est faire un tour de table un peu des différentes menaces informatiques qui existent, que ce soit au niveau de la fraude, que ce soit au niveau des crimes contre la personne, tels que la pornographie juvénile, l'incitation à la haine, mais aussi les menaces que propose contre les institutions, contre l'État, la menace du piratage, que ce soit dans le contexte d'extorsion, dans le contexte de terrorisme, et aussi particulièrement, peut-être quelque chose d'un sujet plus régional, l'utilisation des moyens informatiques par les groupes radicaux qui recrutent et qui se servent de l'Internet aussi pour coordonner leurs actions. Il est impérieux de créer un environnement juridique de confiance pour la cybersécurité. Pour ce faire, il convient de renforcer la coopération entre le public, le secteur et les structures de formation. Malgré ces difficultés, une impérieuse nécessité d'agir nous incombe et notre action au Mali repose sur une conviction très forte. La liberté a comme fondement la sécurité. Cela suppose que face à la cybercriminalité, nous ne pourrons pas garantir le plein exercice de la liberté des usagers et des citoyens qu'en nous donnant les moyens adaptés. Les recommandations qui sortiront de ce colloque devront permettre d'apporter des réponses adéquates aux menaces de la cybercriminalité. J'ai tenu à ce qu'un certain nombre de ministères soient présents. Les ministères régaliens comme la Défense, les ministères comme le ministère de la Sécurité, les ministères de la Justice, les différents services de renseignement de l'État. Parce que les conclusions de ce colloque vont être un prolongement de l'ensemble des initiatives que l'État malien a prises depuis quelque temps, mais de façon beaucoup plus pratique. Les résultats de ce colloque feront l'objet de textes de loi, feront l'objet de recherches de compétences un peu partout où les Maliens sont. Nous allons les faire revenir pour donner à notre État, comme je dis, les moyens d'un État moderne pour assurer sa sécurité. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'un terroriste ou n'importe quel malveillant commet un acte quelque part, mais nous avons les moyens technologiquement aujourd'hui de l'identifier en quelques heures. Ce colloque de 2 jours regroupe les acteurs de la télécommunication, dont des experts étrangers. Besoin est de rappeler que ce colloque est initié par le ministère de l'économie numérique, de l'information et de la communication en partenariat avec l'unité de formation en télécommunication et informatique et Africa Consulting Agency. Voilà, la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères a procédé au lancement du marquage des armes légères. C'était ce matin à la Direction générale des douanes. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la présidence de la République et le président de la Commission de lutte contre les armes légères du Niger était présent à cette cérémonie, de même que notre reporter Mariam Sagara.
Toutes les armes, qu'elles soient de petit calibre ou pas, doivent être identifiées et immatriculées pour une visibilité permanente. Pour ce marquage, la commission chargée de la lutte contre la prolifération des armes légères et ses partenaires se sont joints à la direction des douanes pour le lancement de l'opération. La direction générale des douanes est très honorée d'abriter cette cérémonie qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de marquage de toutes les armes légères et de petits calibres, aussi bien de l'État que des particuliers ayant l'autorisation de port d'armes, conformément à la convention de la CEDEAO sur les armes légères. D'ores et déjà, je peux vous assurer de la disponibilité pleine et entière de mon association à accompagner la Commission nationale dans la lutte contre toute la prolifération d'armes légères dans notre pays. Selon l'Organisation des Nations Unies, il circule dans le monde une arme légère pour 12 habitants, en moyenne, faisant 1300 victimes par jour. Dans cette même minute où nous parlons, ce sont plus de 15 armes et 1 tonne de munitions qui sont fabriquées à travers le monde. Depuis les événements de mars 2012 et l'occupation de la partie septentrionale de notre pays, la prolifération des armes a connu un regain d'intensité et a favorisé la constitution de groupes criminels organisés. Cette identification répond aux exigences de la CEDEAO et de l'UNREC pour la sécurisation des armes qui entrent dans la légalité. Le marquage classique comprend un numéro de série unique, l'identification du fabricant et celle du pays et de l'année de fabrication. Il comprend, si possible, l'identification de l'acheteur de l'arme et du pays de destination. Les armes et munitions de toutes les catégories existent et circulent illicitement dans toutes les régions du pays, pour la plupart non marquées ni enregistrées. Les magasins ont besoin d'être sécurisés et conformes aux normes standards. La clé de la machine de marquage a été remise à la direction des douanes. Ces douaniers, en collaboration avec l'état-major général des armées et la commission de lutte contre la prolifération des armes légères, vont ordonner et réglementer la circulation des armes légères et du petit calibre dans la sous-région. L'actualité dans les régions, Binta Gungu, c'est au nord de Goundam, dans la région de Tombouctou. Binta Gungu connaît donc de sérieux problèmes de banditisme. De nos jours, les populations se félicitent de la présence des forces armées et de sécurité à travers un poste de sécurité mis en place. Population et militaires collaborent dans une parfaite symbiose afin de combattre les coupeurs de route et autres bandits. Hamou Soumeila depuis Tombouctou. Binta Gungu, dans le cercle de Goundam, a été fortement affectée par le banditisme. Mais depuis un certain temps, les populations sont de plus en plus optimistes sur la question de sécurité. Il fut un moment où on était en embargo total parce que rien n'est rentré ici. Donc si tu as besoin de sucre, tu as l'argent, tu ne le trouves pas. Il fut ce moment ici, on a fait un mois comme ça ici. Parce que les routes n'étaient plus praticables à cause du banditisme et personne ne voulait venir ici. Bonne collaboration entre nous et les militaires qui sont là. Pour le commandant du poste de sécurité de Binta Gungu, la coopération entre ces hommes et la population civile se passe bien. Depuis notre arrivée, nous sommes bien installés ici. On a une bonne collaboration avec la population de Binta Gungu. La seule chose qui nous manque réellement ici, ça c'est le problème des réseaux. C'est ça qui va nous aider dans notre travail. Pour des informations qui doivent nous parvenir dans un court délai, donc il nous faut 48 heures ou 24 heures par moto des fois ou bien par an pour nous apporter ça. L'appel que j'ai lancé à l'État malien, c'est de prendre les dispositions nécessaires pour parer à cette situation de communication. La présence des forces armées et de sécurité dans ces zones rassure plus d'un, d'où le retour de plusieurs réfugiés et déplacés. Puisqu'on parle de sécurité, l'Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba et le réseau des défenseurs des droits humains condamnent les derniers événements survenus dans la région de Kidal. Ils invitent les parties prenantes à respecter l'accord de paix et de réconciliation. Il faut bien la poursuite de l'opération plus provoquée pour que les paysans de Koulikoro soient au rendez-vous d'une bonne campagne. C'est le souci des encadreurs devant la Commission développement rural de l'Assemblée nationale en mission de supervision de la campagne dans cette région. Les travaux de cette mission ont été suivis par nos envoyés spéciaux Mamourou Sidibé et Gaussou H. Touré.
comme partout ailleurs au Mali, a connu une installation tardive de la pluie. Cette situation a beaucoup joué dans la baisse des prévisions. À la date du 18 août, dans les champs, on constate 10% à la levée, 60% à la phase montaison et 30% au talage. Dans la capitale du Méguétan, les semences ont accusé un léger retard dans la livraison. Contrairement à Bagneda qui connaît un effectif pléthorique à redéployer, Kouloukoro manque de personnel d'encadrement. On a demandé aux producteurs vraiment d'utiliser des variétés précoces, c'est-à-dire des variétés à cycle court. En ce qui concerne les problèmes d'orpaillage traditionnel qui est constaté chaque année, nous pensons avec l'appui des autorités régionales et locales, en tout cas de procéder à la fermeture de ces sites d'orpaillage durant l'hivernage. Cette rencontre a tenu toutes ses promesses avec le rectificatif des rumeurs sur la quantité d'engrais alloués cette année et le quota des paysans sur les 1000 tracteurs. Principalement cette année, nous avons peu de bureaux, et non de bureaux cette année, mais plus de terrain pour écouter le monde rural sur ses propres parcelles. Donc ce que nous avons vu aujourd'hui nous a beaucoup émerveillés parce que quand on a vu ce système coton où le maïs est déjà en phase d'épiaison, nous avons vu le sorgho qui est en phase de montaison et nous avons vu les arachides et tout ce qui est l'arachide qui est en phase de floraison. Les champs de coton sont en phase de capsulation. Aussi, la banque de céréales qui connaît des difficultés à certains endroits n'a pas échappé à la discussion des députés avec les encadreurs. L'Office du Niger table sur 829 tonnes de riz paddy pour la campagne agricole 2015-2016. 75% des surfaces cultivables pour la riziculture ont été aménagées. Tous les producteurs ont disposé des intrants libérés par l'État. C'est le constat fait par la délégation parlementaire en séjour dans la 4e région pour voir l'état des cultures. Envoyés spéciaux Suleiman Kenza Silibé et Djeli Makandjabati. Pour la campagne agricole 2015-2016, plus de 117 000 hectares de terres ont été aménagés. 829 000 tonnes de riz paddy sont attendues au cours de la présente campagne. L'Office du Niger, ce sont 77 000 exploitations familiales, plus des détenteurs de baux, des entrepreneurs qui font de l'agro-industrie. Les exploitants ont bénéficié des semences de qualité, des engrais, pesticides et équipements nécessaires à la production agricole. Nous sommes à un niveau de réalisation de près de 75% de nos objectifs de réalisation. Nous sommes un peu à un léger retard par rapport à la campagne dernière, mais nous sommes dans le calendrier agricole parce que les autres années, nous avons compris que les gens faisaient un peu très tôt les cultures. Et là, il y avait des difficultés. Et nous avons demandé à ce que les paysans rentrent dans le calendrier agricole édicté, conseillé par l'Office du Niger. Nous avons vu l'innovation des semoirs par rapport à la culture du riz. Nous pensons que c'est un instrument extrêmement important qui augmente la productivité agricole, surtout par rapport à la culture du riz, et qui a été apparemment initié dans le cadre du programme WAP et qui est actuellement en essai au niveau de l'Office du Niger, qui mérite vraiment d'être diffusé pour l'ensemble des producteurs de riz au Mali, parce que ça diminue considérablement le coût de production et ça augmente la rentabilité, la productivité agricole. L'Office du Niger se fortifie avec l'agro-business, à l'instar de Modou Keïta, qui a installé le complexe agro-pastoral et industriel dans la zone de Nyounou. Il a en bail avec l'Office du Niger 7400 hectares. Ici, l'on pratique des cultures rotatives. Présentement, ce sont une centaine d'hectares de maïs ensemencés. 12 pivots servent pour le système d'irrigation. L'Office du Niger table sous le futur. Un vaste programme d'aménagement de 350 000 hectares de terre est en cours. Les partenaires ont pour nom la Banque mondiale, la BAD, l'AFD et les entreprises chinoises. Nous sommes en train d'envisager un vaste programme d'extension de superficie. Et c'est là dans le cadre de la vision du ministère du Développement rural qui, suivant la déclaration de Dakar, envisage aménager 350 000 hectares à l'horizon 2020. Et dans cet objectif de 350 000 hectares, je pense que l'Office du Niger à lui seul prendra les 300 000 hectares. Et les études sont par endroits réalisées. En vérité, en toute vérité, la campagne agricole 2015-2016 s'annonce bien pour le pays.
30 experts climatologues, agrométéorologues, hydrologues et chercheurs de 14 pays du CILS et de la CEDEAO bouclent leur session de formation sur la modélisation des scénarios climatiques. Les 8 jours d'échange ont permis aux participants d'être initiés aux méthodes scientifiques de génération des scénarios climatiques et leur utilisation dans les secteurs de l'agriculture. La formation est organisée par le Centre régional Agrimet en partenariat avec Mali Météo, nous dit Fademba Keita. La problématique de la gestion des risques des changements climatiques reste toujours au cœur des priorités des services nationaux météorologiques des pays membres du CILS et du Centre régional Agrimet. D'où cette session de formation et l'intention de 30 experts du continent sur le modèle agronomique SARA. Donc, au cours de cet atelier, on leur a montré comment on extrait les scénarios climatiques à partir des résultats de modèles et on a fait un exemple d'application avec un modèle agronomique qu'on appelle SARA H, qui est le modèle agronomique que nous utilisons au Centre régional Agrimet. Vous avez non seulement appris à utiliser des méthodes scientifiques de génération des scénarios de changement climatique à l'aide de sorties de modèles régionaux et globaux de climat, mais aussi réaliser des exercices sur l'utilisation de ces scénarios pour des études d'impact dans le secteur de l'agriculture à l'aide de modèles agronomiques SARA-H. La rencontre régionale est une recherche de solutions à la variabilité des changements climatiques et à ses effets sur l'agriculture dans les pays membres du CILS. Cette rencontre se tient à la veille de 2 événements mondiaux majeurs au cours desquels des questions de modélisation et des scénarios de changement climatique seront largement débattues. Je veux citer la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies pour le climat 21 à Paris, en France, et la session du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat à Dubrovski, en Croatie. Les participants venus des pays membres promettent servir de relais pour une meilleure vulgarisation des données. Si aujourd'hui on veut aider l'agriculteur sahélien, il faut investir dans les sciences du climat. Pendant ces 9 jours, nous avons eu à voir la génération des scénarios climatiques. Bon, nous avons eu aussi un aperçu sur les modèles régionaux, les modèles globaux, les scénarios climatiques, la réduction d'échelle également, lesquels des résultats nous les avons utilisés pour nous permettre de mener des études d'impact pour faciliter la prise de décision et aider le paysan sahélien dans un contexte marqué par la variabilité et les changements climatiques. Les échanges pilotés par les experts du CILS et de la CEDEAO ont porté sur les sciences du climat et du changement climatique, modèles et scénarios, le fonctionnement du modèle SARA et l'impact des études sur la culture du mil, du sorgho et du maïs. Arrêtons-nous un moment sur ce qui fait l'actualité internationale avec, entre autres sujets, la confirmation au Sénégal de la condamnation par la Cour suprême ce jeudi de Karim Wade à 6 ans de prison pour enrichissement illicite, la prestation de serment du président burundais pour un 3e mandat, l'explosion d'une voiture piégée en Égypte qui a fait une 30aine de blessés. Des sujets rassemblés par Sidiki Dambélé. La Cour suprême du Sénégal a confirmé ce jeudi la condamnation de Karim Wade, ancien ministre et fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, à 6 ans de prison pour enrichissement illicite après avoir rejeté ses pourvois en cassation. Karim Wade était accusé d'avoir acquis illégalement 178 millions d'euros par les biais des montages financiers lorsqu'il était conseiller puis ministre de son père. Selon l'accusation, son patrimoine comprend des sociétés au Sénégal et à l'étranger, des comptes bancaires, des propriétés immobilières et des voitures. Le président burundais réélu Pierre Nkurunziza a prêté serment ce jeudi à Bujumbura pour un 3e mandat controversé lors d'une cérémonie annoncée au dernier moment. Très peu de gens étaient dans la confidence. Plusieurs représentations étrangères disent avoir été prévenues à la dernière minute par téléphone. Pour justifier cette accélération soudaine du calendrier, les autorités burundaises invoquent des raisons de sécurité.
En Égypte, une trentaine de personnes ont été blessées dans la nuit du mercredi à jeudi à la suite de l'explosion d'une voiture piégée dans la banlieue rurale de Choubra El Keima au nord du Caire. L'attentat ciblait un bâtiment de la sécurité nationale égyptienne. Selon le ministère de l'Intérieur, la voiture piégée s'est arrêtée au milieu de la nuit devant les périmètres protégés du bâtiment de la sécurité nationale. Son conducteur a quitté le véhicule pour emprunter une moto juste avant l'explosion. Le bâtiment de la sécurité nationale a été endommagé par l'explosion qui a blessé 6 policiers de garde. Mais la majorité écrasante des blessés sont des civils qui vivaient dans les maisons alentours. Aux États-Unis, la tension est de nouveau montée à Saint-Louis du Missouri après qu'un jeune noir de 18 ans ait été tué par la police hier. Des accrochages ont ensuite éclaté avec les forces de l'ordre et une centaine de manifestants se sont réunis dans les rues de la ville pour protester contre les violences policières subies par les Noirs américains. Il faut dire que cette mort intervient alors que la semaine dernière, on commémorait celle du jeune Michael Brown à Ferguson, une ville de la banlieue de Saint-Louis. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a annoncé ce jeudi soir sa démission afin d'ouvrir la voie des élections législatives anticipées. Elles pourraient avoir lieu le 20 septembre prochain. Alexis Tsipras n'avait pas le choix. Il fait face à une fronde d'une quarantaine de députés depuis l'adoption du 3e plan d'aide à la Grèce de 86 milliards d'euros la semaine dernière. Cette aile gauche de Syriza met ainsi à mal sa majorité, réduite à 119 députés sur les 300 qui comptent l'Assemblée, et l'empêche de soumettre les prochaines lois au Parlement. Jean-Marie Le Pen, qui était convoqué devant le bureau exécutif du Front National, a été finalement exclu du parti. Une décision du conseil disciplinaire contre le fondateur du parti, après notamment ses propos négationnistes d'avril dernier. Le conseil disciplinaire a notamment examiné une quinzaine de griefs à l'encontre du fondateur du parti, parmi lesquels des insultes répétées de Jean-Marie Le Pen envers sa fille et surtout son bras droit, Florent Philippot. La Fédération malienne de football a animé aujourd'hui une conférence de presse. Il s'agissait pour le conférencier, qui est le secrétaire général de la FEMAFOOT, Yacouba Traoré, de faire le point de la situation qui prévaut au sein de notre paysage footballistique. On fait le point avec Aldjouma Tina. Le football malien en 2015 a connu des résultats probants. Malgré ces tableaux reluisants, le climat social au sein de notre sport roi laisse à désirer. Face à cette situation, le secrétaire général de la Fédération malienne de football s'est entretenu avec la presse pour informer celle-ci à la tenue d'une éventuelle assemblée générale extraordinaire qui se profile à l'horizon. Selon lui, cette initiative est illégale. L'article 37 de nos statuts autorise les membres de notre famille la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Mais les dispositions de cet article 37 fixent le nombre à 51% des membres votants. Donc ça veut dire que toutes les fois que vous n'obtenez pas les 51%, vous n'avez pas le droit de convoquer cette assemblée. Élu pour 4 ans, l'instance dirigeante de notre football durant son mandat veut booster le football malien vers le sommet. C'est là à travers le respect strict des dispositions statutaires. On ne peut pas éviter à un citoyen de tenir une assemblée ou une réunion. Mais au demeurant, c'est que nous n'allons pas reconnaître tout ce qui découle de cette assemblée pour nous est nul sans effet. On vous dit ne faites pas ça. Quand vous faites ça, vous êtes soumis à des sanctions. Ils savent qu'ils ne sont pas dans la légalité de tenir une assemblée générale. Je demande à tout le monde de garder la lucidité pour le Mali. Le Mali aujourd'hui a besoin de faire une union sacrée autour de tout. Au cours de cette conférence de presse, la fédération s'est dit rassurante et estime que l'Assemblée générale extraordinaire que les opposants entendent tenir le 30 août prochain n'aura aucune influence sur sa légalité. Le Stade malien de Bamako a été sacré hier champion du Mali, saison 2014-2015, en battant le Mamaria de Kati, 4-1 au compte de la 23e journée, en retard avec 47 points à 3 jours de la fin du championnat national de Ligue 1. Les Blancs de Bamako ne peuvent plus être rejoints en tête du classement. C'est le 17e titre du Stade malien de Bamako. Le point avec Seragatou Sissé. La communion est totale entre les joueurs du Stade malien de Bamako et leurs supporters. Les Blancs
viennent de décrocher leur 17e titre de champion en disposant facilement des Catois du Mamera AC 4-1 au terme de la 23e journée en retard. Les buteurs stadistes sont Oumar Kone, 10e sur penalty et 63e minute d'un chef-d'œuvre. Cheikh Oumar Sissoko, 77e et Gouné Nyangadou, 86e minute. Deux jeunes joueurs incorporés pour la première fois de la saison par l'entraîneur Kamel Diabour. Akoroba Konaté a sauvé l'honneur pour le Mamera à la 67e minute. Avec 47 points au compteur, le Stade Malien de Bamako est officiellement champion du Mali saison 2014-2015 et ne peut plus être rejoint par les 11 créateurs de Nyarila, deuxième 37 points. Donc 10 points séparent les deux clubs à 3 journées de la fin du championnat national de Ligue 1. Le Stade Malien de Bamako se succède sur le trône de la Ligue 1. Et très heureux, très content d'avoir finalisé ce championnat par une victoire. Et quelle victoire, une large victoire face à cette équipe qui nous avait posé quelques problèmes au début de saison. Je suis très content, ça veut dire que le travail effectué depuis le début de saison avec mes joueurs a porté ses fruits. Les Blancs visent désormais le doublé en disputant la finale de la Coupe du Mali le 29 août prochain contre les 11 créateurs de Nyarila. En seconde heure, l'ASB et le CS Dougolofila se sont séparés un but partout. Noum Kone, 14e pour l'ASB et Al-Hassan Tamboura, 63e minute pour le CS Dougolofila. Lors de la 25e et avant-dernière journée, l'ASB croisera les 11 créateurs de Nyarila et le CS Dougolofila se déplacera à nouveau à Bamako pour affronter l'AS Police. Le ministre du Commerce et de l'Industrie informe les membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, issue des élections du 26 juillet 2015, que la mise en place des bureaux des délégations régionales et du district de Bamako est fixée au lundi 7 septembre 2015 dans les locaux des délégations régionales de la dite Chambre sous la supervision des directeurs régionaux de commerce et de la concurrence. Page noire de cette édition, le RTM est en deuil. Notre mère, notre ancienne collègue Aminata Sow, communément appelée Amiso, n'est plus. Elle est décédée ce matin des suites d'une maladie à l'hôpital du Point G. Ancienne basketteuse, animatrice vedette à l'ERTM dans les années 80 et 90, Tanti Amiso est connue surtout pour les émissions culinaires qu'elle présentait sur l'ERTM. Elle est la mère de notre consoeur Nyanya Aliou Traoré et nous aussi on se rappelle de l'émission Baramousso de Tanti Amiso. À l'heure de diffusion sur la RTM, nous accueillons devant la télé pour piquer des recettes culinaires. La direction de l'ERTM et le personnel de l'ERTM, par ma voix, s'associent au deuil et présentent leurs condoléances. Les obsèques de Tanti Amiso auront lieu demain, vendredi, à 13h à Korofina Sud. Que la terre lui soit légère. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits demain, 10h, 13h. Excellente nuit à tous. Il a beaucoup plu ce soir sur Bamako.